Donc, bonjour à tous. Je me présente Mathieu Pelletier pour Desjardins Entreprises. Donc, aujourd'hui, Desjardins est très fier d'être associé à l'Association des producteurs de bois pour l'activité, l'événement, en fait, de l'Expo forestière et acéricole. Ça fait Desjardins est présent depuis le début et est très heureux d'être présent pour tous ces producteurs et forestiers et acéricoles. Donc, aujourd'hui, Desjardins est partenaire des conférences. J'aimerais vous présenter notre prochain conférencier. La conférence va s'intituler « Avez-vous déjà pensé à faire du sirop à partir de d'autres espèces d'arbres » par M. Luc Lagacé, directeur recherche et transfert technologie au Centre Acer. Cette présentation mettra en lumière les résultats d'une étude exploratoire portant sur la composition chimique du sirop de différentes espèces d'arbres, dont le bouleau, l'hêtre, le noyer, l'érable rouge, l'érable argenté et l'érable à sucre. La composition de base ainsi que les composés à valeur ajoutée et les attributs sensoriels seront abordés. Donc, j'invite M. Lagacé. Merci. Merci beaucoup pour la belle présentation. Merci à Desjardins. Merci à l'organisation pour m'avoir invité. Quand j'ai été approché pour venir présenter, j'ai pensé peut-être présenter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous êtes peut-être pas habitué d'entendre parler. Par contre, j'étais un peu hésitant parce que je suis pas forestier moi-même. Je suis plutôt plus à l'aise dans le laboratoire, en chimie, en microbiologie. J'ai un peu de notion de foresterie. Je connais un peu l'érable à sucre. Mais quand même, avec les conseillers acéricoles, on s'était dit, il y a quelques années, ce serait peut-être intéressant de regarder la composition du sirop d'érable, des sirops de différentes espèces. J'essaie d'avancer des diapos. Petit problème technique. Ah, voilà. Bon, ça marche. Oui, en fait, c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec le MAPAC, les conseillers acéricoles du MAPAC. Et puis, on a voulu un peu dresser le portrait de la composition de sirops qui proviennent d'autres espèces d'arbres. Vous exploitez déjà des érablières, beaucoup d'érables à sucre, mais probablement qu'il y a d'autres espèces d'arbres dans vos forêts. Peut-être que vous seriez intéressé à regarder de ce côté-là dans le futur. Donc, c'est un peu pour susciter l'intérêt pour ces produits-là, puis regarder un peu les différences qu'on peut y observer. Donc, c'est un portrait préliminaire que je vous propose aujourd'hui. On n'a pas fait un échantillonnage très, très, très large de tous les produits et plusieurs réplicas de ces produits-là. Il existe beaucoup de variabilité. Pour ça, je vais apporter un petit bémol. Lorsqu'on va faire la comparaison avec le sirop d'érable. Donc, les valeurs ou les paramètres qu'on analyse sont souvent très, très variables. Donc, faut faire attention avec les comparaisons qu'on va faire, mais quand même, je pense que on est capable de quand même de soulever quelques tendances au niveau de la composition. Donc, on regarde un portrait préliminaire de la composition chimique, les propriétés physico-chimiques et sensorielles provenant de sirops de différentes espèces d'arbres qui sont peu exploitées pour l'instant. Avant d'aborder les autres espèces, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble la composition chimique du sirop d'érable à sucre. Celui-là, on le connaît, on l'a avancé pas mal dans la compréhension de la composition du sirop d'érable depuis quelques années. Donc, c'est intéressant de se rappeler ça, puis après ça, voir après que les autres espèces de sirop. Mais ce qu'on peut retenir d'ores et déjà sur la composition chimique du sirop d'érable à sucre, c'est que la composition est quand même diversifiée. Donc, il y a des sucres, mais il y a beaucoup d'autres composés qu'on peut y retrouver. Des composés quand même assez complexes parfois aussi, donc une complexité dans toutes les composés qu'on peut retrouver dans le sirop d'érable, mais est aussi variable. Donc, ça varie d'une journée à l'autre pour la même érablière, par exemple. Un sirop de début de saison par rapport à un sirop de fin de saison va être complètement différent. D'une érablière à l'autre aussi, on voit des différences, et puis ces différences-là, on peut même les voir d'une année à l'autre. Donc, c'est très variable. Donc, chaque composé qu'on analyse, il y a une certaine variabilité sur les moyennes qu'on peut mettre. Donc, c'est ce qui rend, en fin de compte, un peu intéressant aussi le produit. On n'est pas toujours avec le même produit standardisé. Donc, il y a des petites surprises qui apparaissent des fois qui sont intéressantes aussi d'avoir.
Donc, rapidement, la composition, comme je disais, le sirop d'érable, évidemment, c'est composé de beaucoup de sucre, principalement le saccharose, mais on peut retrouver un peu de glucose, fructose à l'occasion aussi, dépendamment des paramètres de production et de l'avancée de la saison, par exemple. Il y a aussi une panoplie de minéraux qu'on peut retrouver. Donc, je vous présente les principaux ici, le potassium, le calcium, magnésium et aussi du manganèse. Mais dans le sirop d'érable, il existe une multitude de minéraux. Il n'y a pas le tableau périodique au complet, mais presque, là. Mais les principaux sont ici, là, en plus grande quantité. Ensuite viennent les acides organiques, principalement l'acide malique. Donc, c'est un acide qui va donner un peu une acidité au produit. Il va avoir une incidence sur son goût. Donc, c'est un acide qu'on retrouve dans les fruits en général, les pommes et d'autres types de fruits, là. Donc, encore là, il existe une panoplie d'acides organiques. Donc, les principaux sont ici. On a aussi des acides aminés. Donc, les acides aminés, eux, apparaissent plus tard dans la saison, vers la fin de la saison. On voit apparaître ces acides-là. Puis, ce qui va donner un certain goût aussi au produit. Puis, c'est aussi même, à la limite, associé à la présence du défaut de saveur, le goût de bourgeon qu'on retrouve en fin de saison. C'est surtout associé aux acides aminés qui apparaissent. Notamment la fameuse méthionine, là, qui est un acide aminé qui apparaît dans la sève, qui va devenir le précurseur qu'on a identifié pour le goût de bourgeon en fin de saison. On regarde après ça avec des composés un peu plus complexes qui ont des propriétés à valeur ajoutée, comme les phytohormones. On a l'acide abscisique, l'auxine, la zéatine. C'est tous des phytohormones, donc des composés qui sont naturellement présents dans l'arbre, qui se retrouvent dans la sève. Et des recherches qui sont faites présentement qui nous aident pour mettre de l'avant ces composés-là, les relier à certaines propriétés du sirop d'érable, propriétés nutritives fonctionnelles, comme par exemple la gestion du diabète. Donc, il y a des études présentement qui sont en cours, des études cliniques, là, pour tenter d'élucider un petit peu plus les propriétés de ces composés-là. Il y a aussi les fameux polyphénols, donc les principaux ici, c'est régaldéhyde, vanilline et le fameux québécol aussi. Donc ça, c'est des composés à valeur ajoutée qui sont responsables de l'activité antioxydante qu'on parlait tout à l'heure, là. Donc des propriétés intéressantes qui sont sous étude présentement. Il y a aussi l'alantoïne, l'acide allantoïque. Ça, c'est des produits, des composés azotés qui ont été, dans les dernières études, qui ont été relevés, là, qui pourrait avoir un impact aussi sur la croissance microbienne dans la sève, puis aussi, en bout de ligne, sur le goût du sirop d'érable. Donc, bref, comme je disais tout à l'heure, composition diverse, complexe, mais aussi très variable. Tous ces composés-là, on les analyse à notre laboratoire, au Centre Acer. Donc, je vous donne un petit aperçu des équipements qu'on a. Là, c'est intéressant de montrer ça parce que en acériculture, on est chanceux. On a un laboratoire pour l'industrie qui est très, très bien équipé. On est capable d'aller analyser tous ces composés-là, donner de la valeur ajoutée aux produits, puis capable aussi de voir quel composé est impliqué, par exemple, dans les différences qu'on voit par rapport à l'avancement de la saison ou le type d'équipement qu'on va utiliser. Donc, on a un équipement qui est capable d'analyser tous les composés qui sont non volatiles, là, qui sont solubles soit dans le sirop ou dans la sève, avec une très haute précision. D'autres composés pour analyser les minéraux. Donc, c'est avec ça qu'on a, par exemple, on a analysé la présence de plomb dans le sirop d'érable, mais on est capable aussi d'analyser un paquet d'autres minéraux qui ont plus une valeur nutritive, par exemple. Toute la partie des composés volatiles, les arômes, vont être analysés avec cet appareil-là. Et ici, on analyse aussi la composition. Et aussi, on va déterminer la présence de sucres étrangers, par exemple, pour garantir la pureté et l'authenticité des produits acéricoles. Donc ça, on est chanceux d'avoir ça dans notre industrie. Bref, si je regarde présentement, je vais vous présenter les espèces qui étaient sous l'étude que je vais vous présenter, les résultats que je vais vous présenter. On n'a pas été capable d'avoir beaucoup d'échantillons directement des producteurs, donc on est allé souvent, parfois du côté commercial, là, on est allé chercher
des produits qu'on pouvait retrouver, par exemple, sur Internet ou dans des boutiques. Mais on a quand même quelques échantillons qui sont provenus, qui ont été fournis par des producteurs. Donc, les espèces qu'on a regardées, le hêtre à grande feuille, donc, lui, on avait juste un échantillon, malheureusement. Le bouleau blanc, 5 échantillons. Le bouleau jaune, 2 échantillons. L'érable argenté, juste un échantillon aussi. L'érable rouge, 3 échantillons. Et puis le noyer noir, lui, on en avait 5. Je vais attirer votre attention ici sur les petits sigles. Là. Je ne vais pas répéter les noms à chaque fois. Là. Donc, on a les petits sigles pour les identifier là, dans les prochaines diapos. Je vais vous faire une petite tranche de vie ici. Là. Ça ne me rajeunit pas quand même. Ça fait déjà 20 ans. J'avais participé à une conférence internationale au Japon, sur l'île d'Hokkaido. En fait, c'était un symposium sur l'utilisation des sèves d'arbres. Donc, il y avait rassemblé un panel de conférenciers là, qui venaient d'un peu partout dans le monde, surtout de la partie nord de l'Asie, puis de l'Europe du Nord, là, comme des pays comme la Suède, la Finlande, le Japon, la Russie, la Corée, la Chine, toutes les parties, les régions nordiques de ces pays-là. La conférence a beaucoup porté sur le bouleau, donc la sève de bouleau, c'est pas mal quand même populaire dans ces régions-là. Et puis, toutes les caractéristiques de la sève de bouleau. Donc, moi, je suis ici, là, c'est pas reconnu. J'ai eu la chance quand même de faire des visites de terrain aussi, donc c'était quand même assez rudimentaire, leur technique de récolte là-bas. Là, vous voyez dans le trou ici, là. Donc, la façon qu'ils procédaient, il faut tout simplement un trou dans la neige, puis mettre un récipient, puis ils laissent le récipient là, il est branché à l'arbre, puis ils récoltent la sève de bouleau comme ça. Donc, j'ai fait des dégustations de sève de bouleau là-bas, on a beaucoup parlé de ça. Moi, j'allais là-bas vraiment pour présenter ce qu'on faisait, nous, ici, avec l'érable, donc les techniques de production et tout ça, comment on était 100 fois plus avancé qu'eux autres. Je ne sais pas si on avancé beaucoup, je ne pense pas, il y avait de l'air assez quand même à être conservateur avec leur industrie, mais quand même, c'est intéressant d'échanger avec eux là-bas. Donc, comme je disais, ce qui se fait ailleurs dans le monde, principalement ce que j'ai pu constater, il y avait de l'eau de bouleau qui était commercialisée. Il y a aussi du sirop qui est produit, qu'on peut acheter maintenant. Le sirop de bouleau, il y a le sirop de noyer noir. Donc, c'est un exemple ici qu'on peut voir sur Internet. Du sirop de hêtre aussi, plus rare. Celui-là, par contre, sirop d'érable argenté, ça aussi, c'est quand même assez rare. Et puis, le sirop d'érable rouge, on en voit quand même un peu. Ça, nous, on était capable d'avoir 3 producteurs qui nous ont fourni des échantillons là, pour nos analyses. Comme je disais d'entrée de jeu, je ne suis pas forestier, mais on a quand même épluché un peu la littérature pour voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme information sur les caractéristiques, par exemple, de distribution, croissance là, des différentes espèces. Lorsqu'on regarde les caractéristiques de la sève et de la saison de production, par exemple pour le bouleau blanc, le bouleau jaune, on a remarqué dans ce qui a été relevé de la littérature, c'est que ces sèves-là sont beaucoup moins concentrées en sucre, donc à peu près la moitié du Brix qu'on peut avoir pour le sirop d'érable. La coulée peut être quand même assez comparable, peut-être un peu plus faible. Il y a présence de glucose, fructose, puis une sève un peu plus acide. La saison, par contre, ce qu'on a remarqué dans ce qui a été relevé comme information, c'est qu'elle tend à être décalée avec la saison de l'érable à sucre. Donc, ça peut être intéressant. S'il y a des érablières qui contiennent du bouleau, une section de bouleau, on peut combiner, on peut rallonger la saison là, en allant exploiter ces arbres-là plus tard dans le printemps. Ils ont par contre tendance à bourgeonner un petit peu plus vite, donc ce qui fait que les saisons sont peut-être un petit peu plus écourtées. Pour ce qui est de l'être à grande feuille, le Brix, lui, aussi un peu plus faible que ce qu'on est habitué de voir dans le sirop d'érable, dans la sève d'érable, donc un peu moins d'un Brix, une faible coulée, aussi la présence de pectine qui a été relevée. Donc ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur le sirop qui est produit,
peut-être au niveau de la viscosité, ça peut jouer un rôle à ce niveau-là. Pour le noyer noir, ce qu'on a vu comme information, c'est que le brick, c'est quand même comparable à celui de l'érable à sucre pour la sève. Un peu moins de coulée, par contre, un peu de pectine aussi. On a relevé aussi certaines informations par rapport aux fuites, donc il y a tendance à avoir des fuites pour ceux qui faisaient la récolte sous vide. Peut-être à cause du bois qui était un peu plus mou. Ça, c'est l'information qu'on a relevée. On n'a pas vraiment vérifié ça. Donc, la saison de coulée est quand même assez comparable à celle de l'érable à sucre, peut-être avoir une tendance à bourgeonner un petit peu plus tard aussi. Pour l'érable argenté, l'érable rouge, c'est un peu comparable à ce qu'on a pour l'érable à sucre, quoique peut-être un brick, c'est un petit peu plus faible. La composition tend à être quand même assez comparable. Et puis peut-être une tendance aussi à bourgeonner un petit peu plus rapidement, peut-être pour l'érable rouge. Quand on regarde les besoins des espèces en termes de type de sol et d'ensoleillement, donc je vous donne ici les caractéristiques. On a celle ici d'érable à sucre. Donc pour les sols, cette espèce-là préfère les sols bien drainés ou moyennement drainés, avec un sol riche et frais, puis assez tolérante à l'ensoleillement aussi, là. Par contre, lorsqu'on regarde les bouleaux, ceux-là sont un peu moins restrictifs par rapport au sol. Puis à l'ensoleillement, sont surtout pour le bouleau blanc, sont pas mal tolérants à l'ensoleillement. Un peu moins du côté du bouleau jaune où les sols un petit peu plus humides vont favoriser cette espèce-là. Pour le hêtre à grande feuille, par contre, celui-là va aimer les sols bien drainés, à humides, les sols frais et riches, et il va être beaucoup moins tolérant à l'ensoleillement que les autres espèces. Le noyer noir, lui, bon drainage et riche, sol riche, ça va le favoriser. C'est assez tolérant aussi à l'ensoleillement. Et pour les érables argentés et rouges, on sait un peu, là, on en a dans nos forêts. Là, ces arbres-là tolèrent l'humidité. Ils vont surtout pousser là, en bordure de cours d'eau. Il y a beaucoup l'eau. Et puis, ils aiment les sols riches. Ils sont assez tolérants aussi à l'ensoleillement. Même chose pour l'érable à sucre. Là, il va pousser dans des endroits où il y a un mauvais drainage, marécage, sol humide. Donc ça les démarque un peu au niveau des besoins en type de sol et d'ensoleillement. Si on regarde la répartition, par exemple, maintenant au Canada, en fait, en Amérique du Nord, là, donc l'érable à sucre, lui, on le connaît, là, il est bien réparti là, dans toute la partie sud-est du Canada et nord-est des États-Unis. Pour le bouleau, lui, par contre, il se retrouve essentiellement dans la forêt boréale au Canada, puis en bordure nord là, des États-Unis. C'est une espèce pionnière qui profite des interventions. Donc, s'il y a une éclaircie ou une perturbation, c'est souvent les espèces qui vont avoir tendance à pousser en premier. Et puis, oui, c'est ça, ils sont plus opportunistes, on pourrait dire. C'est un peu la même chose pour le bouleau jaune. Là. Lui, peut-être une répartition un petit peu plus au sud que le bouleau blanc. Par contre, il y a une répartition qui est assez petite, tandis que le bouleau blanc, lui, on peut retrouver des forêts de bouleau blanc, ce qu'on appelle les bétulets. Là, ça, c'est un peu comme les érablières, donc on peut avoir une exploitation à large échelle pour le bouleau blanc. Le hêtre à grande feuille, lui, a une répartition très large, donc on le retrouve un peu partout sur le territoire, sauf qu'il va souvent être dispersé. C'est rare qu'on va avoir des grands peuplements juste de hêtre à grande feuille. Pour le noyer noir, lui aussi, on le retrouve dans le nord-est des États-Unis principalement. On a un peu au Québec et au Canada. C'est une espèce pionnière, va aussi profiter des interventions, donc il est un opportuniste lui aussi. Pour l'érable rouge, l'érable à sucre, c'est un peu similaire pas l'érable à sucre, l'érable rouge et l'érable argenté, c'est un peu similaire à l'érable à sucre. Quoique l'érable argenté se situe peut-être un petit peu plus au sud, puis lui non plus, on ne le retrouve pas dans des grandes surfaces, c'est surtout dans des microsites qui sont près des eaux, là, dans des terrains très humides. Donc c'est rare qu'on va voir une étendue très grande d'érable argenté.
L'érable rouge, lui, on dit qu'il est très plastique, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout, de la Floride au Saguenay, on le trouve à très grande quantité. Assez rarement, on peut en retrouver là, dans des peuplements purs ou en grande quantité, mais ils sont surtout très répartis. C'est pas comme l'érable à sucre là, qui est vraiment très... où on trouve des grands peuplements de ces espèces-là. Au niveau du potentiel d'exploitation au Canada ou aux États-Unis, là, il faut faire attention, on parle de potentiel d'exploitation, mais c'est juste sur la base de leur répartition. Ce n'est pas au niveau de l'accessibilité de ces arbres-là. C'est parce que si on rentre ces facteurs-là en ligne de compte, c'est qu'on va se rendre compte que le potentiel d'exploitation peut être beaucoup plus faible parce que souvent, on va retrouver de ces espèces-là dans le sud, par exemple, des États-Unis, mais où il n'y a pas de conditions pour la couler. Par exemple, il n'y a pas d'alternance de gel et dégel qui ferait en sorte qu'on pourrait exploiter ces espèces-là. Même chose pour l'accessibilité. Souvent, c'est en montagne, très, très loin, en altitude. Donc, c'est peu propice là, pour les exploitations. Mais si on regarde la répartition, donc pour le bouleau blanc, il y a une grande répartition autant au Canada qu'aux États-Unis. C'est des espèces secondaires, mais on peut retrouver des peuplements purs de ces espèces-là. Pour le bouleau jaune, une répartition un petit peu plus faible. C'est présent dans des peuplements mixtes. L'être à grande feuille, lui, une très grande disponibilité. Il est abondant localement, donc il n'y a pas nécessairement des grandes superficies qui sont peuplées de ces espèces-là. Il pourrait devenir dominant dans certains endroits. Par contre, il est affecté par les maladies. Il y a plusieurs maladies qui l'affectent, donc la maladie corticale du hêtre, par exemple. Donc, c'est un problème pour cette espèce-là. Pour le noyer noir, c'est assez marginal comme au Canada. Une répartition moyenne aux États-Unis. Il y a peut-être un potentiel d'exploitation qui est possible. Il peut être dominant, mais il est rarement en peuplement pur. Au niveau de l'érable argenté, il y a peu de grands peuplements, puis l'exploitation et la perspective d'exploitation est quand même assez faible. Ça va se faire localement. Donc, puis pour l'érable rouge, mais lui, il y a une répartition quand même, moi, je dirais moyenne, mais aussi bonne aux États-Unis qu'au Canada. Mais encore là, il est rarement dominant dans les peuplements. Pour l'érable à sucre, lui, très grande exploitation, autant au Canada. Aux États-Unis, ça tend à décliner un peu avec les changements climatiques et tout ça. Donc, il y a des tendances qui se dessinent. Donc, c'est une espèce qui est dominante au nord et secondaire au centre et au sud des États-Unis. Donc, ce qu'on peut relever aussi de l'information de la littérature, encore là, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais quand même, il y en a qui est quand même intéressante. Pour les bouleaux, les sirops de bouleau, par exemple, et leur utilisation, donc ce qu'on a pu constater dans nos lectures, c'est que souvent, ces produits-là sont caractérisés par un arôme fruité, caramélisé. Donc, tout ce qui a les goûts qui s'apparentent à framboise, jus de cerise, beurre de pomme, mélasse. Donc, c'est toutes des notes qui ressortent lorsqu'on goûte ces sirops-là. Puis leur application, bien, étant donné ces différents goûts-là, leur application n'est pas nécessairement pour une consommation directe comme ça, c'est plutôt en mélange dans des sauces, des marinades, glaçades, vinaigrettes et des choses comme ça. Pour cette espèce-là, il n'y a pas juste le sirop aussi qui est utilisé. On a parlé de la sève qui est embouteillée, qui peut être consommée, mais il y a aussi les feuilles, les écorces et bourgeons. Donc, ça peut être fabriqué pour la fabrication de concoctions et tout ça. Donc, dans la conférence, je suis allé au Japon. On a beaucoup parlé de ça aussi, l'aspect médicinal de la sève de bouleau et tous les dérivés de bouleau, là. Donc, c'est très véhiculé dans ces pays-là comme propriété. Quand on regarde le noyer noir, lui, c'est des arômes de noix, terreux, de bois, caramel et beurre là, qui ressortent. Là. Donc, c'est surtout ces saveurs-là. Puis c'est lié aussi à sa composition. On va le voir tantôt, là, certains composés qu'on a pu mettre en évidence qui pourraient expliquer pourquoi ces notes-là sont dominantes pour ce produit-là. Pour l'utilisation, c'est un peu comme le sirop d'érable. Lui, on peut l'utiliser
directement, le consommer directement, pas nécessairement juste en mélange ou pour la transformation. Pour le hêtre à grande feuille, bon, le goût, ça peut être un peu semblable au sirop d'érable, mais il se rapproche peut-être un petit peu plus de ce qu'on a retrouvé ici aussi, là. Puis son utilisation est comme pour le sirop d'érable, là, on peut le consommer directement de l'information qu'on a retrouvée de la littérature. Pour ce qui est des espèces d'érable, érable argenté, érable rouge, c'est semblable au sirop d'érable. Pour ce qui est de la composition et puis leur application, là aussi, c'est un peu semblable. Donc, si on revient à notre projet, donc les échantillons des différents sirops l'échantillon de sirop des différentes espèces qu'on a recueillis, on les a analysés dans notre laboratoire. Premièrement, pour regarder les caractéristiques de base, donc le pH, la conductivité électrique, qui est un peu un indice de la quantité de minéraux qu'on peut retrouver. Le pourcentage de transmission de lumière, qui me donne une indication sur la couleur aussi. On a regardé les propriétés antioxydantes, la capacité antioxydante. Donc, ça, c'est une caractéristique qui est pas mal valorisée. On tend à la valoriser de plus en plus pour le sirop d'érable, puis on est intéressé de regarder ce qui se passait avec les autres sirops aussi. Ça va dans le même sens pour les polyphénols. C'est encore des composés antioxydants qui sont intéressants de regarder pour les propriétés fonctionnelles. Au niveau de la composition, on a regardé les sucres, les minéraux, les acides aminés, les acides organiques, l'azote total. Donc, pour donner un aperçu là, des propriétés nutritives et sensorielles aussi là, de chacun des produits. Mais aussi, on les a goûtés, ces produits-là. On a caractérisé les saveurs. Donc, on l'a fait de deux manières, selon les normes de classement du sirop d'érable. Donc, on les a soumis à des hauts classements standards pour le sirop d'érable pour voir comment il pourrait être classé avec les mêmes descriptifs du sirop d'érable. Puis, on a fait aussi une analyse en laboratoire, là, une analyse plus descriptive là, des saveurs avec un panel interne. OK, je vais commencer avec les caractéristiques physico-chimiques. Donc, on a regardé le pH en premier. Donc, le pH, ça peut être acide ou neutre. Là. Vous avez une échelle ici, là, puis on a classé les différents sirops selon où est-ce qu'ils se situaient selon cette échelle-là. Donc, c'est pas une surprise là, qu'on voit ici les sirops de bouleau être localisés sur l'échelle très, très acide. Donc c'était des sirops qui sont très acides. Lorsqu'on les a goûtés, là, c'est difficile de consommer ces sirops-là tels quels. Il faut les utiliser en mélange dans des recettes et tout ça. C'est un peu la même chose pour le sirop de hêtre ou de sirop de noyer noir, quoique avec une acidité un petit peu plus tolérable là, pour ces produits-là. Tandis que les sirops d'érable, eux, soit l'érable argenté, rouge ou l'érable à sucre, ceux-là sont plus du côté de la neutralité, là, donc moins d'acidité qui était perçue pour ces sirops-là. Pour la conductivité électrique, donc, nous, dans nos recherches et toutes les publications qui ont été faites sur l'érable à sucre, on a été capable de mettre un range, une étendue des conductivités électriques de ce sirop-là. Donc, comme je vous disais, c'est très variable. La conductivité électrique, mais même les autres composés ont des grandes étendues. Mais bref, on est un peu dans cette gamme de conductivité électrique ici, là. Tandis que les autres sirops qu'on a mesurés, c'est sûr qu'on avait peu d'échantillons, mais quand même, il y avait des conductivités électriques qui étaient un petit peu plus élevées parfois pour les autres espèces d'érable et pour le noyer noir. Tandis que pour le bouleau blanc, bouleau jaune et pour le hêtre à grande feuille, ceux-là, généralement, il y avait une conductivité électrique beaucoup plus élevée. Donc ça, c'est un peu en lien avec le pH. Donc avec un pH plus acide, on se trouve à un peu mettre en solution, on a une meilleure solubilité des ions, des minéraux qui peuvent se retrouver dans ces sirops-là, ce qui fait qu'on obtient aussi une conductivité électrique un petit peu plus élevée pour ces sirops-là. Si on regarde la couleur avec la transmission de lumière de ces sirops-là, vous connaissez le sirop d'érable, là, on peut l'avoir de toutes les gammes de couleurs. Là, ça part du très foncé au sirop pâle, là.
Dans nos échantillons, nous, des autres espèces, tous les échantillons de bouleaux et de hêtres sont tous classés très foncés, là, à plus faible que 25 de transition de lumière, même très foncés. Alors que les autres sirops, l'érable argenté, noyer et érable rouge, ceux-là avaient une tendance à être un petit peu plus pâles, mais puis avec une gamme un petit peu plus variable. Donc, sirop de bouleau très foncé, meilleure conductivité et très acide. Donc, les premières caractéristiques qu'on a pu démontrer de ces sirops-là. Si on regarde la composition maintenant, donc on a les étendues pour le sirop d'érable ici. Là, donc, je vous donne les moyennes là, par 100 grammes, là, une portion de 100 grammes. Là. Donc, ça, c'est des moyennes qui ont été établies avec toutes les analyses qui ont été faites au fil des années, mais comme je disais tout à l'heure, je vais le répéter, il y a une grande variabilité. Il faut prendre ça quand même avec un grain de sel, les comparaisons qu'on va faire, parce que d'un sirop à l'autre, ça peut changer beaucoup. Mais on est capable de voir de certaines tendances. Là, au niveau des minéraux, par exemple, les bouleaux, là, ça va un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec la conductivité. Là, le bouleau, hêtre sont plus riches en minéraux que l'érable à sucre. Donc, l'érable à sucre, on l'a mis au centre et on essaie de faire une espèce de comparaison avec les autres espèces. Là. Donc, plus riche en minéraux pour les sirops de bouleau et de hêtre. Même chose pour les acides organiques. Donc, ça va avec l'acidité qu'on a démontrée tout à l'heure. L'acide malique, par exemple, est très, très riche dans ces sirops-là. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une acidité puis une concentration d'acide organique beaucoup plus élevée. Au niveau des acides aminés, c'est surtout le sirop de noyer noir qui s'est démarqué avec un acide aminé qui s'appelle la citrulline. Donc, le noyer noir, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'information qu'on a eue de la revue de littérature, donc c'est des sirops avec des goûts un peu plus terreux. Donc, ça peut être associé un peu éventuellement à la présence d'une plus grande concentration d'acide aminé. Pour l'azote total, on a évidemment le noyer noir, mais il y a aussi des bouleaux, le bouleau jaune, le bouleau blanc aussi qui étaient démarqués, dans une moindre mesure par contre. Pour les sirops d'érable argenté et d'érable rouge, au niveau de la composition de ces éléments-là, c'est assez comparable à ce qu'on a retrouvé pour l'érable à sucre. Si on regarde les sucres maintenant, donc les sucres, ça compose la très grande majorité des composés qu'on trouve dans ces sirops-là, les sucres. Par contre, ce n'est pas tous les mêmes sucres qu'on y retrouve. Donc, dans l'érable rouge là, et l'érable argenté, c'est comme l'érable à sucre. En fait, c'est essentiellement composé de saccharose, qui est le principal sucre des sirops d'érable. On peut retrouver un peu de glucose et fructose de temps en temps, mais généralement, lorsqu'on fait des moyennes, ces sucres-là sont soit absents ou en très faible quantité. Pour le noyer noir, c'est principalement jusqu'à 80% composé de saccharose aussi, mais on voit un petit peu de glucose et fructose aussi présent. Donc 20% pour ces sirops-là. Donc c'est quand même notable. C'est très différent des sirops d'érable, soit d'érable argenté et érable rouge. Pour le hêtre à grande feuille, là, on est complètement dans une autre situation. Donc, le saccharose est minoritaire dans ces sirops-là. C'est surtout du glucose, du fructose qu'on retrouve. Même chose pour le bouleau jaune et le bouleau blanc. Très, très peu de saccharose, surtout composé, là, très, très grande majorité de glucose et de fructose. Donc, c'est pas étranger non plus à ce qu'on a déterminé tout à l'heure par rapport à la couleur, par exemple, parce que ces sucres-là, glucose et fructose, c'est des sucres qui sont plus sensibles à la dégradation, sont plus faciles à caraméliser dans l'évaporateur, par exemple. Lorsqu'on leur fait subir un traitement thermique, ils vont se dégrader, produire des couleurs, des pigments et aussi des saveurs très âcres et très acides aussi. Donc, tout ça est relié là, à la composition, c'est les propriétés sensorielles de ces sirops-là. Si on continue maintenant avec d'autres composés, en fait, c'est plus des propriétés. Celle-là, c'est au niveau de la capacité antioxydante et polyphénol. Donc, pour des portions de 100 grammes, donc on a pour le sirop d'érable des valeurs ici qui ont déjà été répertoriées. Donc, là, lorsqu'on les compare avec les autres espèces,
Donc, les bouleaux jaunes, bouleaux blancs et hêtres ont tendance à être légèrement plus riches en polyphénol que le sirop d'érable à sucre et aussi plus riches en capacité oxydante. Donc, ces composés-là vont de pair, dans le fond. Là. Donc, la capacité oxydante est expliquée par une certaine partie des polyphénols qu'on peut retrouver dans le produit. Donc, ce n'est pas une surprise à ce niveau-là. Lorsqu'on a comparé, par exemple, l'érable rouge et l'érable argenté à l'érable à sucre, on était dans des valeurs quand même assez semblables là, pour ce qui est de la capacité antioxydante et des polyphénols. Maintenant, lorsqu'on a goûté ces sirops-là, comme j'expliquais tout à l'heure, on les a fait goûter par le système de classement du sirop d'érable avec les mêmes caractéristiques, mais on a aussi fait une analyse interne avec des juges là, qui sont habitués à faire de l'analyse sensorielle, là, qui ont développé la roue des flaveurs, et qui sont habitués avec les différentes saveurs, pas juste du sirop d'érable, mais d'autres produits. Donc, au niveau du classement, la plupart des sirops des autres espèces avaient des défauts. Par exemple, les sirops de bouleau blanc, jaune et hêtre étaient surtout classés dans les CT4. Donc, on est capable de différencier avec le système de classement ce type de sirop-là avec les critères du classement du sirop d'érable. Même chose pour le noyer noir. Lui avait des notes un peu différentes. Bien, il était classé VR4, tandis que l'érable à rouge, lui, était quand même il y avait un classement léger défaut avec un crochet. Et on a trouvé du VR4, par contre, pour le sirop d'érable argenté qu'on a analysé. Un seul échantillon, je vais vous dire, mais celui-là avait cette note-là. Au niveau de notre panel interne, on voyait les caractéristiques qui sont ressorties, les caractéristiques dominantes. Là. Donc ici, acide, brûlé, bon, ça va un peu avec la composition qu'on a déterminée tout à l'heure. Pour le noyer noir, lui, on avait 5 échantillons, là, probablement qui n'étaient pas tous pareils, là, mais ce qui est ressorti, c'est un peu ces notes-là, acide, métal, plastique, vieux. Un petit boisé léger pour l'érable rouge, puis l'érable argenté, lui, caramel, érable léger. Donc, c'est des notes qu'on est habitué de voir pour le sirop d'érable aussi. Conclusion. Il reste beaucoup à découvrir par rapport à ces sirops-là. Je vous en ai donné un petit aperçu ici, là. Si ça vous intéresse, on pourrait creuser la question. On a encore beaucoup de travail à faire pour élargir l'échantillonnage, puis aussi aller voir un petit peu plus au niveau des caractéristiques de récolte, par exemple. Comment on entaille, c'est quand la bonne période pour entailler, à quel diamètre il faut entailler ces arbres-là, est-ce que c'est que tous les arbres qu'on peut entailler, est-ce qu'il y a des défauts de ces arbres-là qui fait qu'on ne les entaillerait pas. Bref, tout le contexte de développement qui a eu lieu dans le sirop d'érable pourrait s'appliquer à ces espèces-là si on arrive à démontrer le potentiel d'exploitation de ces espèces-là. Bien évidemment, on suit le développement de marché aussi, donc ça va venir avec beaucoup d'analyses encore et d'évaluations à faire. Avant de vous quitter, je vais vous faire un petit peu de publicité. Là. Je sais normalement, on devrait avoir un kiosque ici dans la salle, sauf que c'est Lise Lessard qui est supposée d'être là d'habitude, mais là, elle est malade. Lise n'a pas pu se présenter ce matin. Là. Elle a la COVID-19. Donc, normalement, je vous aurais référé à elle, mais là, je vais vous montrer quand même tous les produits qu'on a. Vous les connaissez probablement, les palettes de couleurs, solutions standard à 66 degrés Brix pour les hydrothermes, les densimètres. Aussi, ça, c'est un produit qu'on a mis sur le marché récemment. Comparateur de couleurs, solutions de référence pour les réfractomètres. Mais on a aussi nos nouveaux guides. Donc, il y avait le volume 1 qui avait été publié en 2022. Je pense que ça fait de faire 2 ans qu'il a été publié. Mais là, ces deux-là viennent de sortir. Donc, ils sont maintenant disponibles là, sur le site du CRAAC et aussi sur notre site Internet. Il faut avoir le lien pour aller commander ces 2 volumes-là. Donc, il y a le volume 2 qui parle de la production de sirop d'érable de qualité.
Et le volume 3 qui parle des infrastructures et des équipements de récolte. Donc, toutes les notions de base là, par rapport à la qualité du sirop d'érable, comment produire ces sirops-là et tout l'aspect réglementaire qui entoure ça. Puis ici, on a toutes les bonnes pratiques là, pour la récolte, là, donc l'installation des systèmes de récolte, la sève, leur opération, et toutes les bonnes pratiques qui entourent ça. Donc, ces deux volumes-là sont maintenant disponibles. Et on a aussi un guide qu'on a publié récemment, c'est le sirop d'érable biologique. C'est pour décrire la démarche de certification, les méthodes de production. Donc, c'est pour un peu apporter un éclairage là, sur les démarches à suivre, là, puis simplifier ça là, pour les producteurs qui vont se lancer dans la production biologique. Bon, évidemment, on a notre application cellulaire que vous connaissez. On propose aussi un registre de production, un guide sur l'état de santé des érablières, puis aussi la méthode d'assainissement à l'alcool isopropylique. Donc, c'est d'autres guides là, que vous pouvez acheter là, en suivant, en allant sur notre site Internet ou en regardant sur le site du CRAC. Pour terminer, je vous invite à nos formations. On a plusieurs formations encore cette année qui vont être offertes là, à partir de cet automne, puis au début d'hiver. Vous pouvez aller sur notre site Internet pour regarder les calendriers, puis aussi vous y inscrire. Donc, la calibration des instruments, l'initiation à dégustation, salubrité et assainissement, le sirop d'érable biologique, calibration du sirop d'érable avec le convertisseur, les défauts de saveur en grand contenant, l'univers des caractéristiques de saveur, donc une formation un peu plus avancée, et les notions de qualité, la formation de base. Puis on a une nouvelle formation aussi qui va vous être offerte cet automne, c'est tout savoir sur la filtration du sirop d'érable. Donc, il y a certaines de ces formations-là qui sont disponibles, qui sont payées par les PPAC, qui sont offertes gratuitement pour les acériculteurs. Donc, il y en a 3, il y a ces 2-là, puis celle-ci. Donc, voilà, je vous invite à consulter notre site web et, pour avoir l'information pour vous y inscrire. Ça complète ma présentation. Ça me fait plaisir si vous avez des questions. Ou échanger sur le centre Acer, les recherches qui sont faites en général, ça va me faire plaisir. Merci. Oui, c'est un peu le commentaire que je faisais. Nous, on a fait une étude pour regarder au niveau de la composition, pour voir un peu les différences, puis un peu comparer les différentes espèces entre elles. Mais comme je disais, il y a beaucoup de travail à faire pour aller voir le potentiel commercial de ces opérations-là. Ça va dépendre vraiment des sites, là, aussi, les peuplements et tout ça. Donc ça, ce genre de travail-là, je pense qu'on pourrait le regarder avec des producteurs qui sont intéressés, puis aller chercher l'expertise qu'on a besoin là, pour vraiment répondre à toutes ces questions-là. Ça va? Merci beaucoup. Oui, il y a une question là-bas. Oui. Rabat-Giguère, oui. J'essaie d'en avoir un échantillon, mais je sais pas. Oui, vous en avez? OK. Pardon? Je pourrais vous donner ma carte pour vous donner l'adresse. Oui. Oui. Ah, OK. Oui. OK. Ben oui, je comprends. Oui. Oui. On n'a pas besoin d'un gros volume pour faire des analyses, donc. OK. Ouais, ben aux États-Unis, il y a d'autres espèces aussi.
C'est des noms anglais, je me souviens pas. Le Big Leaf, là, puis c'est d'autres espèces-là qui regardent aussi, là. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, à l'ancienne. Ouais. Merci beaucoup.